Nous abordons maintenant la première impression. Et la première impression est quelque chose, comme disait Talleyrand d'ailleurs, méfiez-vous de la première impression, c'est la bonne. Et effectivement, on le retrouve très rapidement dans tout ce qu'on est occupé à vivre. C'est-à-dire que cette première impression, dans les 10 à 20 premières secondes, va conditionner toute la suite de l'entretien ou de la rencontre. Parce que très vite, vous allez avoir ce sentiment de porter un jugement. Alors, tout le monde va dire « Oh, mais non, moi je ne porte pas de jugement ». En fait, c'est impossible de ne pas porter de jugement. Vous rencontrez pour la première fois une personne, vous allez porter directement un jugement pour déterminer s'il est sympathique ou pas, si vous aimez bien ou que vous n'aimez pas, etc. Et que là, ça va être très très rapide, cette prise de décision. D'ailleurs, vous avez déjà tous certainement vécu ce genre de situation où on vous présente une personne et vous ne la sentez pas. Mais comme c'est un ami qui vous l'a présenté, votre ami vous dit « Mais écoute, c'est vraiment une personne très 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 chouette, vraiment super sympa. » Bon ben, ok, comme c'est un de vos amis, ben, vous dites « Ok, je vais faire un effort, ben, ok, je vais revoir mon jugement. » Et vous revoyez votre jugement, je dirais entre guillemets. Parce que, à la moindre incartade, au moindre petit dérapage de cette personne, eh bien vous allez dire, ben voilà, je le savais, je l'avais dit, mais que c'était pas une personne fiable. Et en fait, vous allez vous conforter plutôt dans votre premier jugement. Et c'est très humain. Alors, je vais vous dire, dans 80% des cas, vous resterez à votre premier jugement, et c'est typiquement humain, parce que vous n'aimez pas avoir tort, vous n'aimez pas non plus remettre en question un élément primordial dans votre survie. Quand vous étiez homme de Néandertal, bah, vous avez dû très vite déterminer, sur base de ce jugement, ami ou ennemi, danger ou fiabilité. Donc, c'est quelque chose qui est ancré en vous. Je vais aller encore un peu plus loin, c'est que plusieurs tests ont été appliqués dans des universités ou dans des universités aux États-Unis, ben vous avez très souvent la bibliothécaire ou la personne d'accueil qui va accueillir l'ensemble des étudiants tout au long de l'année pour pouvoir expliquer comment ça va se passer, les horaires et compagnie. Et on montre à ces élèves, et ça a été fait sur des milliers d'exemplaires, je vais dire, non d'exemplaires, de personnes, milliers d'étudiants, on leur a montré la photo, je dis bien montrer la photo, je n'ai pas dit de leur faire rencontrer, montrer la photo de la bibliothécaire avec laquelle ils allaient avoir des contacts très réguliers. Et on leur montre cette photo pendant 30 secondes. Et après 30 secondes, on prend la photo et on leur demande de remplir un questionnaire sur quel est leur sentiment vis-à-vis de cette bibliothécaire. C'est-à-dire, je l'aime bien, ou je la trouve fiable, ou je la trouve perturbante, ou toute une série d'items, et qu'ils répondent, pour voir quelle est leur première impression vis-à-vis de cette bibliothécaire. Et puis l'année se passe, tout le monde a fait ce qu'il devait faire, et à la fin de l'année, on refait passer le test en disant, bon ben voilà, vous avez vu maintenant la bibliothécaire, est-ce que vous confirmez ou infirmez votre première impression? On arrive à plus de 85% de personnes qui disent, effectivement, ma première impression est la bonne. Vous vous rendez compte, c'est inouï, c'est énorme. Ils ont été alors un petit peu plus loin, l'université de Princeton, qui l'a fait d'ailleurs très récemment, a montré une photo uniquement quelques secondes. Et on s'est rendu compte, en fait, que le premier jugement, avec une série d'électrodes et autres d'analyses, eh bien, ce premier jugement est parfois pris dans les millipremières secondes. Donc, ça va encore beaucoup plus vite qu'on ne le pense, et que, lors de cette expérience, on se rend compte que presque 80% restent avec cette première impression qui a été faite dans les toutes premières millièmes de seconde, vous vous imaginez. Donc, nous avons vraiment notre cerveau qui fonctionne très vite. Alors,
Partons du principe de base que c'est quand même dans les 10 à 20 premières secondes, laissons-nous quand même une chance de faire une bonne impression. Alors, nous allons décoder maintenant comment notre cerveau réagit et voit, procède à l'analyse d'une personne que l'on rencontre pour la première fois. C'est-à-dire que pour vous, thérapeute, ou pour vous, manager qui devez, ou recruteur, il est très intéressant de voir comment on décode et par quel stade on passe pour déterminer si la personne est fiable, non fiable, intéressante ou pas. Donc, voyons, êtes-vous prêts à faire ce challenge? Le premier décodage. Eh bien, nous avons notre regard qui va suivre un rituel très codifié. Le premier, c'est le sourire. Est-ce que je vais percevoir, en face de moi, un sourire? Un sourire, je ne vais pas dire d'avoir le sourire bénet ou autre, c'est vraiment d'avoir, vous pouvez avoir un sourire simplement dans les yeux, même pas que je vois les dents, mais qu'il y a en fait ce sentiment d'accueil. Très intéressant et important, par exemple, si vous accueillez pour la première fois un client, un patient, eh bien, d'avoir ce sourire d'accueil qui va déterminer très souvent la suite aussi des opérations. Donc, le sourire, très important pour le démarrage et qui va donner tout de suite tout le ton par rapport à l'ensemble du processus. Donc, pensez au sourire, et ce que je dis toujours, si vous êtes crispé parce que vous devez vous présenter pour la première fois auprès de quelqu'un, faites quelques grimaces chez vous de manière à libérer vos zygomatiques et pour avoir un sourire, en tout cas intérieur, intéressant. Évitez surtout l'American Smile, le sourire que j'appelle faux cul. C'est-à-dire, comme sur cette photo-ci, je ne pense pas qu'en ayant vu cette personne-là, qui porte pourtant un beau sourire, vous avez confiance en la personne. Alors, vaut mieux ne pas sourire que de sourire faussement, parce que ça veut dire aussi, vous allez transmettre quoi? Eh bien, que vous êtes faux. Donc, ça n'est pas intéressant. Donc, si vous ne savez pas sourire, ne souriez pas, s'il vous plaît, et gardez alors un visage plutôt neutre. Mais élément intéressant dans le sourire, et qui est toujours important, c'est le haussement des sourcils. Dès que vous haussez les sourcils, que ce soit dans n'importe quelle civilisation, c'est une sorte de salutation. Donc, vous rencontrez quelqu'un, vous levez les sourcils, eh bien, c'est une manière très pertinente de montrer un accueil, de montrer que vous êtes, en fait, vous êtes content, puisque si vous vous rappelez les sourcils quand on regardait la peur, etc., eh bien, quand on hausse les sourcils, il y a là un appel, tiens, je suis surpris, mais agréablement surpris, puisque j'ai un sourire en plus, je suis agréablement surpris de vous accueillir. Donc, c'est un élément très important. Si vous parvenez à accueillir les personnes avec un petit haussement de sourcils et un sourire, ben vous avez déjà rentré très probablement dans les bonnes grâces de la personne en face de vous. Ensuite, eh bien, on va arriver, après avoir fait l'accueil, eh bien, on va arriver à décoder le visage et surtout les yeux, le regard. Le regard va être vraiment primordial. Si vous ne parvenez pas à capter le regard de la personne en face de vous, ça va être beaucoup plus difficile à faire la suite des opérations. Alors, en tant que thérapeute, vous pouvez également aussi avoir la personne qui ne va pas vous regarder par timidité ou par toute une série de circonstances. Ou que vous soyez manager, vous allez parfois avoir l'employé qui ne va pas oser vous regarder. Et pour vous, c'est très important, c'est aussi important parce que vous allez, en fonction de cela, déterminer votre jugement. Vous n'oubliez pas, nous sommes là à poser un jugement. Donc, cet élément-là est donc très important. Essayez de capter le regard de la personne. Quand vous avez capté ce regard, tout est permis. Je prendrai un autre exemple.
Si vous rencontrez une personne dans la rue et que cette personne, vous n'avez pas percuté son regard, elle regardait sur le sol ou elle regardait ailleurs, en tout cas, elle n'a pas voulu avoir un croisement de regard. Toutes les chances, je vais vous dire même 99,9 chances sur 100, que vous avez oublié cette personne et qu'elle ne sera pas marquée du tout dans vos souvenirs. Que si on vous met sous hypnose, il y a peu de chances d'ailleurs que vous puissiez vous rappeler de cette personne. Par contre, si vous avez eu un tant soit peu, à un moment donné, un échange de regards, là, il y a quelque chose, il y a en fait une sorte d'énergie qui s'est mise et qu'il y a une transmission. Alors, donc le regard est très important. Alors, plusieurs personnes m'ont déjà dit, surtout ces dames, vous mesdames, me dites, oui, mais enfin, dans certains cas, plusieurs personnes, hommes que nous rencontrons, regardent parfois plutôt autre chose que nos yeux. Alors, je vais vous dire, non. D'abord, oui, après. C'est-à-dire que vous avez de toute façon toujours ce contact du regard, du visuel qui est nécessaire. Et puis après, effectivement, on peut regarder d'autres éléments de l'anatomie, par exemple. J'ai pris cette publicité qui est des années 80. Regardez-moi dans les yeux. J'ai dit dans les yeux parce que je trouvais ça assez humoristique. Et puis, je vous en ai trouvé encore une autre dia qui est aussi très intéressante. C'est par exemple, je pense que c'est Beyoncé, lors d'une montée, bien, on peut dire que le regard de Obama n'est bien sûr pas dans les yeux. Sarkozy, ça le fait d'ailleurs assez bien marrer. Mais si on revient, et c'est pour ça que j'ai pris cette photo figée, mais si on revient en arrière, effectivement, il y a eu d'abord un croisement réel de regard entre Obama et cette charmante dame. Et puis après, effectivement, chacun, chacune peut regarder d'autres éléments de l'anatomie de l'autre. Mais, je répète, il y a d'abord ce regard qui est très important, en tout cas ce croisement, cet échange de regards. Alors, après, on revient, donc on a l'accueil, puis on a le visage et surtout les yeux, le regard. Et puis alors, vous allez commencer à regarder la posture de la personne. Alors la posture de la personne est très intéressante parce que quand vous rencontrez une personne, ou que même dans la rue, ben, la manière dont elle marche, la manière dont elle se tient, si elle tient voûtée, si elle se tient droite, si elle se tient entreprenante, eh bien, tout ça, vous allez l'enregistrer et va vous donner des indications, en tout cas pour vous, pour poser un jugement. Tiens, c'est une personne dynamique, ou plutôt passive, ou plutôt gentille, ou autre. Mais ça va être en fonction de sa posture, c'est-à-dire vraiment la stature dans laquelle elle se positionne. Et ça va aller très très rapidement aussi. Vous allez repérer l'allure générale. Donc, quand vous avez, que ça soit un client, un patient ou un collègue, la manière dont il va se présenter va vous être très indicative. Parce que, comme on le verra dans la deuxième partie, mais en fait, ça sera le sentiment que la personne a d'elle-même qui va rejaillir sur tout son corps. Alors, j'ai pris cette deuxième photo pour voir ensemble comment peut-on l'apercevoir. D'après vous, qu'est-ce que on pourrait décoder sur cette photo de posture? Alors, maintenant que vous avez eu le temps de regarder, effectivement, quand on voit la dame qui est avec les deux mains sur les hanches, nous avons vraiment une posture très claire. En fait, les hanches sont le siège de votre être. Donc, c'est quand vous mettez les mains sur les hanches, c'est que vous êtes bien là et que vous vous positionnez comme étant quelqu'un de stable. Parce que c'est toute votre stabilité dans tout votre être. Alors, ici, ben, nous avons la dame qui est là avec une grande prise de conscience de ce qu'elle est. Elle est
comme elle est plus grande en plus que le personnage en face, elle est assez dominante et elle le joue de manière très très claire. Mais donc, sa posture, si on coupe la photo en deux, bon, on se rend compte que c'est une femme, à ce moment-là, autoritaire. Vous n'allez pas dire, oh, voilà, la gentille jeune fille. Là, non, vous avez quelqu'un d'autoritaire. Vous avez le personnage, par contre, à droite, qui, lui, il est dans une position, non pas je dirais, de soumission, parce qu'il a les mains croisées, on verra les mains croisées, c'est une position neutre, il attend simplement que ça se passe. Et il ne prend pas du tout de recul, et il se positionne comme étant, ok, j'attends que cette engueulade ou cette prise de bec se passe, mais je ne m'implique pas du tout. Mais donc, j'ai pris cette photo-là parce qu'elle indique quand même nous avons sur cette diacie 3 positions, très très claires, des positions, des statuts, des postures qui vont donner une impression. Alors, le fait suivant, donc nous allons revoir par ordre l'accueil, le visage, les yeux surtout, la posture et la stature. Et puis, dans notre décodage, eh bien c'est seulement maintenant que nous allons regarder toute une série, je dirais, d'éléments plus culturels, c'est-à-dire ou d'éducation, qui va nous donner aussi des indications. Alors, ça sera le corps, les vêtements, les bijoux, les accessoires, les coiffures, le parfum. Je rajouterai au parfum les odeurs, parce que c'est là aussi qu'on va rentrer en ligne de compte. Alors, là, c'est assez intéressant dans le sens où on peut partir, pourquoi je dis que c'était très dépendant là de votre éducation, parce que de votre éducation et de ce que vous avez appris, vous allez par exemple prendre des positions très claires par rapport à ce que vous avez toujours reconnu ou qui vous parle beaucoup plus. Si cette dame qui se retrouve, les mannequins à votre gauche, a des cheveux quand même un peu dans tous les sens et assez libres, vous pouvez très bien partir du principe que, tiens, c'est une femme qui n'est pas très soignée parce que ses cheveux ne sont pas bien mis, etc. Par contre, vous pouvez très bien, par votre éducation et ce que vous avez appris, dire ça c'est une femme qui est créative, qui est ouverte. Donc, chacun va interpréter de manière très différente les éléments. Alors, autre élément qu'il faut savoir, c'est que par exemple, chez beaucoup de chasseurs de tête, ils vont tenir compte de la chaussure, du type de chaussure. Parce que pour eux, à 60%, quand je fais des formations chez des chasseurs de tête pour leur apprendre le décodage, eh bien, énormément accordent de l'importance à la chaussure. Alors la chaussure, c'est pas que la chaussure soit dernier cri ou dernière mode, mais qu'elle soit, par exemple, soignée ou de bonne qualité et certainement propre. Et que si la chaussure n'est pas du tout en conformité, parce que dans plusieurs cas, d'après ce que j'ai cru comprendre, que des personnes arrivent avec un beau costume, beau costard ou belle robe, et puis après les chaussures, en fait, ne vont pas du tout de pair, et donc là ça donne une dichotomie. Donc faites attention à ce décodage, parce que là on est vraiment dans cette 4e phase, vraiment dans tout ce qui est culturel et de ce que l'on a vécu personnellement ou de manière éducationnelle. Alors, quand on a vu ces 4 éléments, alors seulement et seulement on arrive. Je vais d'abord, l'accueil, vous vous rappelez, l'accueil c'était, bien sûr, le sourire, le haussement des sourcils, le visage, les yeux surtout, le regard, la posture, votre manière d'être, votre stature, le corps, les vêtements, ce qu'on vient de voir, et c'est seulement maintenant qu'on va voir la manière de serrer la main, puisque nous sommes dans une civilisation occidentale et que serrer la main est quelque chose d'assez important et qui rentre dans les rituels. Il est important pour vous de savoir que vous soyez manager, thérapeute ou personne privée, le fait de serrer la main, c'est-à-dire rentrer en contact avec la personne, vous augmentez déjà de 30% votre
empathie. Donc, ça vaut vraiment la peine, si vous devez convaincre ou que vous devez séduire ou que vous devez simplement bien présenter, d'avoir ce contact avec la main, parce que vous allez augmenter. Donc, essayez toujours, et certainement, si vous voulez rentrer en contact et de confiance avec une personne, de lui serrer la main, c'est-à-dire de la toucher. On va voir les différentes manières de serrer la main, mais c'est quelque chose de très important et que vous devez absolument tenir en ligne de compte, ça n'est pas par hasard. Alors, je vous donne juste la petite anecdote. Dans certains pays comme l'Alaska et autres, ben, c'est impossible de se serrer la main parce qu'on est emmitouflé dans toute une série de couches et qu'on ne va pas tirer le gant pour aller serrer la main. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se frotte le nez. Pourquoi le nez? Pas parce que le nez c'est parce que c'est la seule partie du visage qui n'est pas recouverte. Et que donc, on a de cette manière-là un contact réel avec la personne. Alors, pour serrer la main, ben, effectivement, on a une attitude positive, un accueil, ben, comme vous le voyez sur la photo de droite, on a les sourcils relevés, on a l'ouverture de la bouche avec un sourire, et là, on a un sentiment réel d'ouverture et d'accueil. On a exactement la même chose avec les personnages de gauche, où là, contrairement à énormément de photos politiques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un réel regard partagé de part et d'autre. Et donc là, on a un réel contact. Alors, nous allons voir maintenant les différents types de poignées de main. J'ai choisi tout particulièrement pour illustrer cela, des poignées de main politiques. Pourquoi? Ben parce que les politiques utilisent très souvent les poignées de main et autres pour déstabiliser le concurrent ou la personne qui est en face d'elle. Et on va le voir, et du coup, ben pour moi, ça a été beaucoup plus facile pour trouver les différents types de poignées de main par les politiques. Alors, nous avons la première poignée de main qui est la poignée de main de domination. Alors, la poignée de main de domination, c'est vous tendez la main et vous avez vraiment la paume vers le bas. À partir de ce moment-là, si l'autre personne prend votre main, c'est vous n'oubliez pas, comme on l'a déjà vu avec les grands singes, vous dominez la personne. Alors ici, d'abord une première chose, quand la personne vous tend une main pareille, n'acceptez pas cette domination et retournez la main de manière à ce qu'elle soit verticale. Je ne vous dis pas à ce moment-là de faire à la prise karateka et de retourner toute la personne, c'est simplement de retourner la main. Vous pouvez le faire de manière délicate mais ferme. Parce que si vous acceptez cette main dominée, de dominant, eh bien vous acceptez déjà d'être dominé. Donc la suite de la communication va être empreinte de cela. Donc ici, pour la petite histoire, il faut savoir que ça a été la première rencontre de McCain avec Obama et Obama a été surpris. Vous pouvez d'ailleurs, si on pourrait décoder, puisque cette photo c'est à une fraction de seconde, très vite Obama a retourné la main, mais regardez les expressions des différentes personnes qui sont aux alentours. Vous avez vu la femme de McCain, qui elle, ça lui plaît très bien parce que il est occupé à dominer. McCain a un sourire de satisfaction clair et net. Par contre, la mimique de Obama est claire aussi, c'est que il s'est fait piéger. Michelle Obama, ben, elle se rend compte, oulala, ça c'était pas bon. Or, ça se passe en une fraction de seconde. Mais donc, vous voyez, et puis là, on va avoir le retournement. Mais donc, c'est quelque chose, première poignée de main, n'acceptez pas des poignées de main dominantes. Comme les grands singes ne le font pas non plus, ou du moins, sauf si vous êtes le dominant. Alors, autre type de poignée de main, c'est par exemple ici avec le pape, eh bien, là, on accepte la domination. Vous voyez, le pape, lui, a tendance à mettre toujours sa main
en tant que dominant, mais c'est une domination acceptée par l'autre, qui est une forme de montrer sa soumission. On revient alors là au grand singe. Donc là, on n'est plus dans un petit jeu de bataille, c'est accepté dès le départ. Alors, aussi, élément intéressant, vous pouvez remarquer ce que vous remarquez sur cette photo, eh bien, Obama est fixe. Et c'est le concurrent qui vient vers lui. C'est qui a la domination d'après vous? Ben, bien sûr, celui qui est fixe et qui laisse venir l'autre personne. Si vous voulez montrer votre domination, vous attendez la personne et vous attendez qu'elle vienne vers vous. Si par contre vous voulez faire un échange avec la personne, eh bien vous allez, tout comme la personne, vers vous, et là on est vraiment dans un échange. Mais donc rien qu'avec cette poignée de main, vous avez déjà une série d'informations intéressantes. Autre élément très important dans une poignée de main, c'est la hauteur à laquelle vous donnez votre poignée de main. C'est-à-dire que plus votre main et donc votre coude sera haut, au plus vous marquerez et vous montrerez de l'estime à la personne. Ça vaut vraiment la peine que vous testiez par la suite de vous rendre compte quand vous allez rencontrer une personne à la hauteur à laquelle votre main se situe et votre coude. Parce que si, comme dans la photo ici un peu plus bas, vous donnez la main vers le bas, eh bien en fait, vous allez sentir très vite, la personne qui est en face de vous va sentir très vite, vous ne considérez pas la personne, au plus votre poignée de main sera basse, ben, au moins vous considérez la personne comme étant valable. Donc, rien que la hauteur de la main, de la poignée de main, va déterminer votre estime de la personne. Très important, certainement si vous rencontrez quelqu'un que vous devez séduire et rentrer en contact, au plus vous aurez cette main levée, au mieux vous vous porterez et au mieux vous donnerez comme communication « je t'estime », ce qui est quand même pas mal. À partir de ce moment-là, on a également la distance, c'est-à-dire que si je vous tends la main, mais que je reste avec une main tendue, le bras tendu, et l'autre personne bras tendu, effectivement, on peut parler d'estime puisqu'on est quand même avec un bras vers le haut, mais enfin, restons à distance. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez faire une poignée de main qui veut montrer une chaleur et plus du côté amical, eh bien, vous allez rapprocher et donc plier votre coude pour vous rapprocher vers la personne. Si vous voulez garder une distance professionnelle, ben, vous rapprochez légèrement, mais pas là tout à fait tendu, parce qu'autrement ça veut dire, ok, ben, comme ça dit le mot, vous restez tendu et vous maintenez la personne à distance. Maintenant, un autre système qui peut être de la domination, c'est la main sur l'épaule. N'acceptez pas qu'une personne vous mette la main sur l'épaule. C'est très clairement un signe aussi de domination. Alors, vous vous dites, oui, mais enfin, si la personne, surtout si c'est mon chef ou si c'est une personne pour laquelle j'ai de l'estime, me met la main sur l'épaule, je ne peux pas me reculer et essayer d'éviter sa main. Non, effectivement, mais par contre, ce que vous pouvez faire, et vous neutralisez directement l'impact de domination, c'est de vous mettre vous-même la main sur l'épaule de la personne. C'est-à-dire que si on vous met la main sur l'épaule, eh bien vous mettez votre main aussi sur l'épaule, vous allez voir immédiatement la personne qui avait essayé de vous dominer arrête le mouvement parce que ça ne correspond pas du tout à ses attentes et que vous neutralisez donc cette domination. Alors, autre type de main, c'est la main où vous n'investissez pas. Comme vous voyez, la main de droite, qui est plus blanche, eh bien, elle ne sert rien. C'est-à-dire qu'elle n'investit pas. Si vous donnez une main pareille à quelqu'un, et vous pouvez le tester avec des amis ou conjoints ou autres, vous allez voir que pour la personne ici à gauche, avec sa main plutôt bronzée, eh bien, va avoir un sentiment très désagréable. C'est-à-dire que
elle a l'impression de « qu'est-ce qui se passe? Je ne sens absolument pas la personne. » Mais effectivement, vous ne sentez pas la personne, elle ne s'investit pas. C'est le type de poignée de main que vous avez parfois d'une personne par obligation. Elle n'a pas eu le choix de ne pas vous tendre la main parce que vous avez tendu la main, parce que vous savez que ça augmente de 30%, par exemple, votre taux de pénétration au niveau sympathie. Eh bien, la personne vous tend la main, mais elle ne s'investit pas en montrant ça ou rien, c'est la même chose. Donc, un autre type de main également. Et là, j'ai pris cette photo-là parce qu'il y a, donc toujours, ce que je vous avais dit, c'est dans la politique, il y a régulièrement des essais de déstabilisation. Ici, on a avec une double déstabilisation. On a, première déstabilisation, du côté de Sarkozy, eh bien, il ne regarde même pas la personne à qui il serre la main. Si vous ne regardez pas la personne à qui vous serrez la main, ça dit très clairement à la personne, tu ne vaux pas ma poignée de main. Tu ne vaux pas ça. Donc, je te la donne, mais fais-en, fais ce que tu veux, moi, ça ne me concerne pas. En face, on a Ségolène Royal qui, elle, joue un autre jeu. D'abord, vous avez remarqué son faux sourire. Ça, on peut parler de l'American Smile, comme on l'a vu tout à l'heure. Et elle regarde au contraire, parce qu'elle se dit, ça donne bien au niveau de l'image, mais elle ne donne pas la main, elle donne le bout de ses doigts. Et donc, c'est exactement le même message, mais de manière différente, c'est « tu ne vaux pas ma main ». Et je te donne que le bout de mes doigts, et tout le reste, bien sûr, tu ne les auras jamais. Je ne t'apprécie pas suffisamment pour te donner ma main. Alors, vous voyez, dans ce petit jeu politique, d'ailleurs, c'est assez intéressant de se rendre compte qu'ils sont toujours occupés à essayer de se déstabiliser, et pour finir, après, ils doivent chaque fois se retrouver et se restabiliser. Mais voilà, c'est le jeu politique. Et que ça donne parfois des résultats très intéressants parce que lors d'un débat, quand vous avez été déstabilisé et que vous devez prendre la parole, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a quelque chose qui continue à tourner dans votre tête au niveau émotionnel. Alors, on a ici ce qu'on appelle le double touche. Dans énormément de situations, le double touche est assez intéressant dans le sens où je vous avais parlé que ça augmentait le fait de toucher la main de la personne de presque 30%, votre degré d'empathie. Et le double touche, c'est-à-dire que vous touchez une deuxième fois avec votre autre main, le corps, le bras de l'autre personne, eh bien vous augmentez encore de 10 à 15% votre degré d'empathie. Donc, mais ça, bien sûr, on ne le fait pas à une première entrevue, parce qu'autrement ça va paraître un peu too much, comme on dit. Mais par contre, vous l'avez déjà très certainement vécu lors d'un enterrement. Lors d'un enterrement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour montrer votre affection, pour montrer que vous êtes vraiment touché et que vous voulez montrer que vous aimez la personne, vous allez serrer la main à deux mains de la personne en montrant tout ce... Eh bien, effectivement, vous avez fait le double touche et les hommes politiques l'ont très vite compris. Si vous regardez dans tous les meetings, le nombre de personnes, et certainement dans des foires et autres, des politiciens vous donnent la main, souvent à double main, pour marquer encore mieux leur empathie vis-à-vis de vous. Ça s'appelle de la manipulation, on est d'accord. Alors, un autre élément qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez faire le double touche, mais comme la photo que vous venez de découvrir ici avec McCain et Obama, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Obama? Il ne fait pas comme sur les photos au-dessus où on fait simplement le double touche insisté du bras. Il va coincer le coude de McCain. Coincer le coude, si vous faites l'essai avec une personne en face de vous, bien en fait, ça veut dire qui est le chef? Ben, celui qui n'a pas le coude coincé.
Si jamais on vous coince le coude, comme ici McCain l'a eu, comment vous défaire de cette emprise? Mais tout comme tout à l'heure, je vous l'avais dit avec la main sur l'épaule, coincez le coude de l'autre aussi. Et à partir de ce moment-là, vous êtes de nouveau à égalité. Alors, j'ai pris cette photo parce que vous regardez, lors du premier tour, vous avez Obama qui se tient un peu encore à distance. Deuxième tour, il se rapproche de plus en plus de l'autre personne. Comme vous l'avez vu, toujours le double touche. Et va rapprocher, au plus on va se rapprocher, au plus on aura, en fait, parce qu'on rentre là, dans l'intimité de l'autre personne, puisque il faut savoir que l'intimité, c'est grosso modo la longueur de votre coude. Donc l'autre personne, tant que vous restez dans cette distance-là, vous respectez l'intimité de la personne. Vous l'avez déjà certainement vécu dans le métro ou autre, quand on rentre un peu plus proche de cette distance-là, ben vous vous sentez agressé, puisqu'on rentre dans votre intimité. Ici, on va jouer au niveau politique, et donc par rapport à un client, patient ou collègue, le fait de rentrer dans la distance, eh bien, de l'intimité, vous allez prendre un ascendant. Si vous êtes de l'autre côté, il vaut mieux faire un pas en arrière pour prendre un peu de recul. Alors, pour rester toujours dans la politique, un élément, mais qui est toujours intéressant pour vous par la suite, le fait que, par exemple, au départ, le candidat de gauche avait l'attention du présentateur, qu'est-ce qu'a fait Obama? Il a simplement touché le bras du présentateur et d'office, le présentateur arrête de regarder l'autre candidat et regarde Obama qui l'a touché puisqu'on attire son attention. Ça, ce sont des techniques manipulatoires, nous sommes d'accord, mais je les ai signalées ici parce que je pense qu'il est intéressant pour vous de temps en temps permettre, si vous êtes avec une personne, simplement le fait de le toucher, vous rentrez de nouveau en contact et vous permettez parfois une autre dynamique dans les éléments. Dernièrement, j'ai fait encore une interview pour le soir où je stipulais aussi très clairement le fait que le fait de toucher les personnes diminue très fort le degré d'agressivité de la personne. Il est beaucoup plus difficile de se fâcher avec quelqu'un qui nous touche, bien sûr, s'il vous touche avec un poing, ça devient autre chose, mais s'il vous touche simplement, eh bien c'est très très difficile de rentrer vraiment en agressivité, et donc c'est un moyen très performant pour calmer une personne, que ça soit au niveau émotionnel agressif, que pour l'émotionnel, parfois simplement d'un trop-plein d'émotions, de tristesse ou même de joie. Alors, dernier élément pour cette séquence, c'est le coup de grâce. Lorsque on vous tapote dans le dos, c'est quand même très difficile de le percevoir comme étant une valorisation. Ça n'est pas vas-y, je te soutiens, c'est plutôt tapoter dans le dos. Allez mon petit vieux, ici en l'occurrence, c'est une manière très claire et très suggérée de domination paternaliste d'une certaine manière. Ce que dans pas mal d'entreprises, et quand je donne parfois des conférences dans certaines entreprises, quand je parle de cela, il y a souvent tous les regards qui se retournent vers le directeur général qui a cette tendance-là dans certaines entreprises, et ce qui fait émerger plusieurs sourires de l'Assemblée. Alors je dis toujours, ça reste quand même positif dans le sens où paternalisme ne veut pas dire non plus trop de soumission, ça veut dire aussi protection. Alors, maintenant que nous avons vu, récapitulons ces premières secondes, parce que tout ce que nous venons de voir, ça s'est passé en très très peu de secondes.
Vous vous rendez bien compte. Il y a, dans certains cas, si vous étiez très proche de la personne, ça a duré même pas 5 à 10 secondes, tout ce qu'on vient de voir. Or, votre cerveau l'a bien enregistré. Donc, par ordre, récapitulons. L'accueil, donc le sourire, les haussements de sourcils. Deuxième, le visage, surtout les yeux, le regard. La posture, la stature, votre manière de vous situer, la manière dont vous gérez, la manière dont vous marchez, la manière dont vous rentrez dans une pièce. Le corps, les vêtements, les odeurs, etc. La manière de serrer la main. Et c'est seulement à ce moment-là que vous avez l'occasion d'entendre la voix. Avant cela, le cerveau est trop occupé à décoder les différents éléments qu'on vient de voir pour donner de l'importance. Donc, quand vous rentrez dans une pièce en disant « Bonjour, je m'appelle André Jacques », mais le temps que j'ai dit ça, la personne a plutôt décodé et puis n'a pas entendu ce que j'ai dit. Donc, ça vaut vraiment la peine. Laissez le temps à la personne avant de vous présenter, qu'elle puisse vous décoder, de savoir à qui elle a affaire, avant de dire « je m'appelle », etc. Donc, et c'est à ce moment-là qu'on va entendre la voix et l'intonation qui va être aussi, comme on l'a vu, au niveau auditif, c'est quand même quelque chose de très important puisque ça représente 37% à ce moment-là, le ton de voix, l'intonation, l'enthousiasme ou non-enthousiasme. Donc ça vaut vraiment la peine, mais ça n'est qu'à ce moment-là que le cerveau peut prêter l'attention. Et alors, à ce moment-là, et enfin, on va pouvoir arriver au contenu du message. Donc, ces 30, je dirais 20, 10, et comme on l'a vu peut-être, millièmes de seconde, vont déterminer toute la suite de l'entretien. Donc, c'est quelque chose de primordial pour toute personne qui veut faire un accueil positif. Mais si la personne, si vous voulez faire plutôt un accueil non positif et de marquer un coup comme quoi vous êtes en colère ou que, c'est aussi le moment parce que ça va être décodé immédiatement et va donner toute l'atmosphère générale pour la suite de l'entretien. Alors, avant d'aborder le sujet suivant, je vous propose de faire une petite pause.